Bref, lutte des classes est-elle de retour, comme en 1848? Pour en débattre, nous avons invité Jérôme Sainte-Marie, le fondateur de la société d'études et de conseil Pollingvox, ce qui fait de vous un spécialiste de l'opinion publique, comme on dit, que vous passez votre temps d'ailleurs à analyser. Vous êtes également enseignant à l'Université Paris-Dauphine et vous venez de publier Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf. La lutte des classes, pour vous, elle est de retour. Oui, elle est de retour, au moins dans les esprits. Il y a un imaginaire de lutte des classes qui s'est développé depuis au moins 2 ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce vocabulaire d'inspiration marxiste avait pratiquement disparu de la presse et du débat. Il est maintenant très présent, davantage peut-être dans mon livre qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de redevenir un lieu commun. Tout simplement parce que je pense que cette élection et la disparition du clivage gauche-droite a montré l'actualité de l'existence des classes sociales et l'actualité d'un conflit social majeur qui, pour moi, s'apparente à un conflit de classes. Et les deux blocs se sont radicalisés aussi. Oh, des classes, il y en a plus que 2 d'ailleurs dans la société. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise l'expression de bloc qui, elle, est avant tout tirée de l'œuvre de Gramsci, quand il parle de bloc historique. Et vous avez effectivement un bloc historique, le bloc élitaire, qui se trouve au pouvoir, qui rassemble l'élite véritable, dans le détail, et qui est en train, me semble-t-il, de susciter son exact contraire, son antithèse, c'est-à-dire un bloc populaire qui est aujourd'hui seulement en voie de constitution. C'est quoi l'élite réelle pour vous ? L'élite réelle, c'est ce que d'autres, dans des termes polémiques que je ne reprends pas, mais pour bien me faire comprendre aujourd'hui, vont dénoncer sous le terme d'oligarchie, de caste, etc. Bon, moi, j'utilise pas ce vocabulaire, c'est pas du tout mon genre ni ma fonction, mais de fait, il y a, tout comme dans toute société, il y a bien un groupe dominant. C'est-à-dire ceux qui exercent cette domination au nom de l'État, c'est-à-dire la très haute fonction publique, et qui maintenant, en plus, entretient des liens très étroits, puisqu'on passe désormais de l'État à la direction des grandes sociétés, avec les véritables dirigeants du capitalisme français. C'est-à-dire que la propriété des grands groupes, etc., tout cela, ça n'a pas disparu. C'est parce qu'on n'en parle plus, c'est parce qu'il n'y a plus de parti communiste en France, pour ainsi dire, que ces choses-là auraient disparu. Donc là, ce serait les 1%. C'est pas ceux qui sont sur la photo. Là, on voit des gens aujourd'hui qui ont envie de se faire des caves. Non, c'est pas encore ceux-là. C'est pas tout à fait ça. Ceux-là, ils viendront après. C'est plutôt ceux qui contrôlent les caves, qui ont acheté une cave, comme d'ailleurs tout grand capitaliste français a au moins son vignoble. Et pour ça, sinon là c'est les propriétaires, c'est pas ceux qui sont là. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois le 1% dans le langage courant, c'est moins que d'1% des gens. Ça, c'est l'élite réelle. C'est ceux qui se sont retrouvés en quelque sorte au sein du berceau du macronisme qu'a été, vous savez, cette commission Attali. C'était très intéressant, la commission Attali, parce que ça rassemblait des gens de gauche et de droite, plutôt de gauche, très peu de politiques, des universitaires, des hauts fonctionnaires, et puis des figures importantes du capitalisme français. C'est là où un jeune homme brillant s'est fait remarquer, qui a été nommé rapporteur de cette commission Attali, et c'était autre que Emmanuel Macron. Et c'est là où des gens ont commencé à se dire que Emmanuel Macron, dans ce milieu-là, pouvait être une intéressante solution. Il y en avait d'autres. Alors, il y a cette élite réelle, par son patrimoine, ses revenus ou son statut. C'est le noyau dur du macronisme, d'après vous. Il y a l'élite aspirationnelle, c'est-à-dire les cadres, les étudiants. Alors, peut-être plus ceux qu'on voyait sur la photo en train de se constituer une cave à vin. Oui. Alors, vous voyez, l'élite réelle, c'est important. Je reviens juste sur ce point parce que dans la notion de bloc historique de Gramsci, qui m'intéresse, eh bien, vous avez une fraction qui dirige ce bloc. Le bloc, c'est pas un club, si vous voulez, où chacun a son droit de vote. Pour Gramsci, c'était la grande bourgeoisie capitaliste de l'Italie du Nord, et qui avait fait un accord avec d'autres groupes sociaux, par exemple, justement, la bourgeoisie du Sud. Alors, l'autre bloc, qui paraît beaucoup, et surtout l'élite, il y a pas grand monde. Non, 1%. Et voilà, donc il faut quand même passer par une procédure électorale à un moment donné. Et donc, pour accéder au pouvoir en ce monde et en ce pays. Et donc, il faut, là, ceux qui ont rejoint en quelque sorte cette élite réelle, c'est ce que j'appelle, c'est un barbarisme, mais justement ça correspond bien au langage managérial de ces gens, c'est le monde des cadres. C'est l'élite aspirationnelle, ceux qui aspirent à faire partie de l'élite, qui pour certains, l'élite réelle, qui pour certains vont y arriver, mais qui en tout cas ont un mode d'existence qu'ils ne peuvent justifier que par un discours managérial, un discours d'adhésion à l'idéal même de l'élite. C'est des gens qui votent tous pour l'Europe, c'est des gens qui acceptent la mondialisation sous toutes ses formes, c'est des gens qui sont des cadres. Les cadres, c'est très bizarre, c'est pas un métier, cadre.
c'est un statut. C'est ceux qui dirigent les autres, en fait, dans le public et puis surtout dans le privé. Et puis les troisièmes, ceux que vous appelez l'élite par procuration, c'est tous ceux qui s'abritent derrière le pouvoir pour défendre, en fait, conserver leur situation. Oui, parce que pour l'instant, si vous voulez, on est à peu près à 15% du corps électoral avec l'élite aspirationnelle et l'élite réelle. Or, ça, c'est pas une construction intellectuelle. J'ai bien regardé, moi, qui avait voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui avait voté pour la liste Loiseau en 2019, qui soutenait durant toute cette moitié de quinquennat, qui a soutenu constamment beaucoup plus que les autres Emmanuel Macron, et c'est là où je suis tombé d'abord sur les cadres, et ensuite sur l'élite par procuration, c'est-à-dire les retraités. Alors, comme André Sénic connaît bien l'œuvre de Karl Marx, ça va l'amuser parce que je me suis dit que j'ai emprunté ce que dit Karl Marx dans les 18 Brumaires de Louis Bonaparte au sujet des paysans parcellaires. Il a un problème, Karl Marx, quand il doit expliquer le vote aux élections législatives puis présidentielles de 1848 et 1851. Il voit bien que c'est pas la bourgeoisie qui peuple ce pays, la France, mais que ceux qui sont présents en masse, c'est les paysans parcellaires à l'époque. Et donc, il essaye de comprendre pourquoi ces paysans parcellaires, ils prennent pas le pouvoir en leur nom propre, comme toute classe sociale, à ses yeux, devrait le faire. Et là, cette comparaison m'a paru un peu tirée par les cheveux peut-être, mais en tout cas pertinente, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les retraités. Les retraités, aujourd'hui, il n'y a pas un sujet pour un électoraliste plus important que les retraités. C'est 17 millions de personnes. C'est le tiers des inscrits. Comme ils votent plus que les autres, c'est quasiment 35-40% des électeurs réellement mobilisés. C'est eux aussi qui lisent les journaux, qui regardent la télé. Voilà, mais ces retraités, ils sont surreprésentés. Ces retraités, ils sont pas forcément très riches, hein. Même certains d'entre eux sont très modestes. Et pourtant, ils apportent leur suffrage en nombre important à des gens comme Emmanuel Macron ou comme Alain Juppé, vous voyez. Ils le soutiennent largement. Ils le soutiennent aussi face aux Gilets jaunes. Ils votent oui à l'Europe. Pourquoi ? Parce que ils sont dans une situation, désormais qu'ils sont à la retraite, très particulière, puisqu'ils sont dépendants justement du versement de leur retraite. En quelque sorte, le menton de leur pension, c'est un peu la superficie de la parcelle de mes paysans parcellaires, enfin plutôt de ceux de Karl Marx. Ça les rend à la fois très prudents, très conservateurs, très dépendants du pouvoir exécutif. C'est les rentiers. Et eux, ils considèrent, c'est des rentiers. Rentiers, ça fait riche, si vous voulez. Donc mais ils sont un peu comme des actionnaires, en quelque sorte, de la machine économique, et ils veulent que l'économie continue à cracher, si j'ose dire. Et donc, par exemple, pour prendre l'actualité du moment, les retraités soutiennent massivement, à 66%, ou 65, je ne sais plus, mais massivement, une proportion des 2/3, la réforme des retraites actuelles. Qui ne les concerne pas. Les retraités sont toujours favorables aux réformes libérales en matière du code du travail, toujours favorables à ce qu'on recule l'âge de départ à la retraite, non pas parce qu'ils seraient particulièrement égoïstes, mais parce qu'ils sont en situation de dépendance économique. Et ça, si vous voulez, quand je vois beaucoup d'analyses culturelles sur le vote, moi je vois avec l'exemple des retraités quelque chose qui me dit que quand même la défense de son intérêt économique est prévalente dans le vote des Français, au point que quelqu'un qui peut venir de toutes les origines sociales, professionnelles possibles, qui a pu voter, y compris à la gauche de la gauche, etc., dès qu'il est retraité, on s'aperçoit que son comportement électoral et ses réponses dans les sondages se mettent à varier, à changer totalement, qu'il devient très prudent, très conservateur et très favorable à un exécutif fort. Dans la mesure où, là, on passe sur quelque chose qui est un peu plus polémique, puisque on passe sur qu'est-ce qui est en train de se former, me semble-t-il. Le bloc élitaire, sincèrement, je suis assez affirmatif. Je l'exprime dans un vocabulaire qui est effectivement pas très particulier. Je pense qu'il permet de comprendre des choses, mais enfin bon, je comprends. Mais tout le monde dit à peu près cela, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde l'a vu à l'œuvre. C'est une évidence. Et moi, on l'a vu à l'œuvre. Moi, j'ai proposé cette notion de bloc élitaire, comme ça, que j'ai forgé, si vous voulez, pour pas justement rentrer dans le peuple contre les élites, pour pas rentrer dans ce genre de formule caricaturale. Élitaire, c'est qui adhère à l'élite. C'est un peu différent, si vous voulez. Mais ce terme est très repris, j'en suis ravi. Pour le bloc populaire, alors là, il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat dans la mesure où les choses ne sont pas encore faites. Qu'est-ce que je vois apparaître ? Déjà, un effet de symétrie incroyable dans les opinions. Et cet effet de symétrie, il se révèle lors des élections, il se révèle également lors des grandes crises, notamment lors de la crise qui a duré 1 an à peu près, des Gilets jaunes, qui a été un traumatisme social important. Et là, on voit une parfaite symétrie, c'est-à-dire que grosso modo, et ça s'est vu aussi, excusez-moi, chose fondamentale, dans le rapport à l'Europe, notamment lors du dernier référendum de 2005. En fait, la vie politique française ressemble de plus en plus non plus aux élections gauche-droite que l'on avait connues, mais se structure exactement dans l'opinion, comme les référendums sur l'Europe de 92 ou de 2005. Vous avez donc ceux qui ont voté non,
qui eux sont plutôt en bas de l'échelle en termes de revenus, en termes de propriété, en termes effectivement de niveau de diplôme, et qui sont également pas très satisfaits de la vie. Non pas qu'ils sont pas pessimistes par nature, mais qu'ils ont pas tellement les moyens d'être optimistes. Ils ont plutôt d'excellentes raisons de ne pas l'être. Donc vous avez ces gens-là qui votent massivement pour Jean-Luc Mélenchon et encore plus pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2017. Là, la symétrie est parfaite entre le vote Macron et le vote Le Pen. C'est beaucoup plus composite. Pour Mélenchon, qui a des éléments de la classe moyenne, inférieure, de fonctionnaires, tout cela, Mélenchon, c'est assez composite. Mais la symétrie est très forte entre Le Pen et Macron. Et c'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen se renforce alors que Jean-Luc Mélenchon s'effondre. Puisque vous avez une polarisation de la société sous Macron, qui renforce d'un côté Macron, qui serait aujourd'hui à 28 ou 30% au premier tour des élections présidentielles dans les sondages tout à fait virtuels qui sont faits actuellement. Mais celle qui se renforce également, et dont la liste est arrivée en tête aux européennes, c'est Marine Le Pen. C'est donc ces deux blocs. Le bloc élitaire et ce que j'appellerais le bloc populaire, ils ne représentent pas 100% de la société. Ils en représentent 50 à 55%. Mais ceux qui peu à peu se renforcent et ceux qui polarisent. Pour dire les choses autrement, et pour essayer de vous répondre, je vous répondrai plus précisément tout à l'heure sur le bloc populaire, mais autrefois vous aviez des partis politiques qui étaient avant tout des partis de la classe moyenne, de gauche ou de droite, avec des fractions d'élite qui les dirigeaient. Et puis, ils avaient besoin des classes populaires, notamment au second tour. Et ils étaient obligés de les ménager une fois au pouvoir. Et ce qui fait qu'au second tour, un second tour gauche-droite, sincèrement, la sociologie était devenue presque équivalente entre les deux. C'était donc des affrontements culturels assez pacifiés. On se succédait au pouvoir, mais dans les deux cas, c'était plutôt une fraction de la bourgeoisie qui dirigeait la gauche et la droite, mais qui faisait des concessions aux classes populaires qui en avaient besoin au second tour. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le bloc élitaire s'étant radicalisé dans sa sociologie et dans son idéologie et dans sa pratique du pouvoir, il est en train de provoquer une radicalisation symétrique et la montée de Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc ce bloc populaire, juste pour vous répondre, il est en formation. Il n'a pas encore trouvé sans doute sa forme définitive. Pour l'instant, ce qui existerait de plus net à ce niveau-là, c'est une sociologie, c'est-à-dire les travailleurs pauvres du privé, ceux qui ont soutenu les Gilets jaunes, ceux qui ont composé le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont du mal à s'accorder avec ceux qui manifestent actuellement, qui sont plutôt les salariés du public. Donc ça fait partie des problèmes de ce bloc. Son expression idéologique, alors qu'on a le tout libéralisme pour le bloc élitaire, eux, c'est le tout souverainisme, voire le souverainisme intégral, mais ça rappelle d'autres souvenirs. Et vous avez une expression politique qui s'impose de plus en plus comme étant en fait Marine Le Pen, au détriment notamment de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites là qu'il y a une radicalisation et des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a radicalisation du pouvoir qui fait voter des lois de plus en plus hostiles quasiment au bloc populaire, ou en tout cas mal compris par le bloc populaire. Mais il y a aussi la répression qui l'accompagne. Et puis vous allez même jusqu'aux fake news, aux mensonges qui sont perpétrés, qui sont la façon dont on a voulu diaboliser les gilets jaunes, par exemple. Pour vous, ça fait partie de cette radicalisation du bloc élitaire qui a vu des homophobes, des antisémites, des factieux, des fascistes, etc., etc. Oui, alors commençons, si vous voulez, par les conditions de cette radicalisation. En fait, autrefois, vous l'avez dit, le clivage gauche-droite, au fil des alternances presque systématiques depuis 81, avait finalement pacifié la société et régulé la démocratie de manière assez harmonieuse. Quand on n'était pas content et que la gauche était au pouvoir, eh bien, même si on avait voté pour la droite, on savait qu'il pouvait y avoir l'élection de la droite plus tard. Et puis, progressivement, cette alternance était presque systématique. Et alors que dans les années 70, c'était la gauche et la droite, ça correspondait à des groupes sociaux. Et parce que la gauche n'était pas au pouvoir depuis 23 ans. Ça correspondait, puis ça avait une nature de classe, à mon avis, cet affrontement beaucoup plus fort. Et ce qui fait que les gens avaient vraiment très peur de la gauche ou détestaient la droite. Mais à partir de 80, peu à peu, quand même, les politiques publiques ont convergé, sous le chapeau d'ailleurs de la construction européenne et de ses contraintes, ou de ses avantages aussi peut-être, mais en tout cas ça convergeait et c'était devenu relativement inoffensif et donc le niveau de passion avait beaucoup faibli. Alors certains détestaient Hollande, d'autres détestaient Sarkozy, mais sincèrement ils savaient très bien que c'était pas la fin du monde si c'était la droite ou la gauche qui l'emportait ensuite. Sauf que justement ça s'est tellement apaisé, c'est tellement ressemblé que les électeurs s'en sont détournés. Et ça c'est le premier point. L'autre point beaucoup plus important à mon avis et qui explique et qui me paraît très dangereux pour la suite, c'est le fait que le clivage gauche-droite, ça se jouait un petit peu dans la même famille. C'est-à-dire que vous aviez au sommet de la société
c'est-à-dire dans la direction des journaux, dans la direction, c'est pas le sommet de la société d'ailleurs forcément, mais en tout cas dans la direction de l'administration, dans la direction des grandes entreprises, vous aviez des gens de gauche, vous aviez des gens de droite. Pas les plus durs, souvent les plus modérés, mais quand même, ils étaient là. Et chacun savait qu'un jour, l'autre pourrait y être. C'est très important, notamment lorsqu'on s'intéresse à la justice, lorsqu'on s'intéresse aux instances de contrôle des médias, de toute la vie démocratique. C'est que là où il y avait autrefois deux équipes qui se surveillaient mutuellement, au fond, et qui, apprenant à se connaître aussi, eh bien, finalement, c'était un peu le même monde. Je prends l'exemple dans le livre, quand j'étais à Sciences Po, eh bien, il y avait des gens de droite et des gens de gauche. Donc bon, c'était une petite bataille plus ou moins ritualisée, mais ça n'allait pas bien loin, puis on se connaissait, on savait qu'un jour ça se remplacerait. Aujourd'hui, à Sciences Po, mes anciens condisciples ont tous voté Emmanuel Macron. Au second tour, bien sûr, mais la plupart aussi au premier tour. Il a fallu voir ça. Moi, j'ai vu ça lors du meeting du 12 juillet 2016 d'Emmanuel Macron lorsqu'il lance son entreprise. Les gens étaient joyeux. C'était la réconciliation d'un milieu, la réconciliation de la bourgeoisie. Ce qui fait que ça, c'est très dangereux. Parce que maintenant, dans les instances de contrôle, dans la justice notamment, et dans les instances de contrôle, de régulation de la démocratie, tout le monde est soit macroniste, soit en tout cas, ce qui n'est pas macroniste, refuserait totalement la victoire de Jean-Luc Mélenchon et encore plus de Marine Le Pen. Alors là, c'est très gênant, parce que ça veut dire que il y a une unification au sommet de la société que je mets en relation, toujours l'analyse de classe, je m'en excuse, mais vous la partagerez peut-être par certains aspects, eh bien, je mets ça en relation avec le fait que depuis 2 ans et demi, il me semble qu'il y a un durcissement du régime. Ça, c'est pas un gros mot. On a changé de régime entre la 4e et la 5e République. Et certains ont beaucoup critiqué la 5e. Et je pense que la logique autoritaire de la 5e République est actuellement vraiment accélérée. Je vois ça à travers plusieurs choses. D'une part, effectivement, le traitement judiciaire des Gilets jaunes, encore plus dur sans doute que le traitement policier. Je vois également la floraison de lois de contrôle de la presse qui nous place dans une situation très particulière par rapport aux démocraties occidentales, où effectivement la liberté d'expression me semble de plus en plus, on va dire ça, encadrée, en fait de plus en plus réprimée. On pourrait prendre encore d'autres exemples, mais vous avez effectivement, me semble-t-il, une évolution autoritaire qui est dénoncée par d'autres auteurs, comme Grégoire Chamaillou, qui a écrit un bouquin très intéressant là-dessus, et qui fait qu'autant le macronisme et la réconciliation, d'un point de vue idéologique, me semble-t-il, du libéralisme économique, chéri par la droite, et du libéralisme culturel, plutôt chéri par la gauche, mais elle n'est pas du tout l'expression d'un très grand libéralisme politique. Et voilà, donc il me semble, j'essaye de le montrer en des propos que j'essaye de faire et vous très rationnels et très étayés pour dire que effectivement le régime se durcit. Ça m'a frappé sur les mensonges qui ont été utilisés par même les membres du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça avant, quand Alain Juppé fait face à la grève en 95. On ne balance pas des mensonges aussi gros, peut-être parce que les moyens de communication sont différents, il n'y a pas de Twitter, on ne réagit pas à chaud comme on l'a fait là, mais là on a vu des mensonges énormes. Le mouvement des Gilets jaunes est très intéressant. Là aussi, j'essaye de rester vraiment dans ma case d'analyste, et pour l'avoir observé sur le terrain, avoir lu après toutes les études parues là-dessus, et j'étais très sensible par le fait que ce mouvement était un incroyable révélateur des tensions sociales. Et que si beaucoup ont été sensibles à des propos, des inscriptions radicales, voire insultantes, etc., pour pas dire plus, émanant des Gilets jaunes, qui ont été... Mais cela, ça a été montré sans cesse. Oui. Et on peut pas dire que beaucoup de stigmatisation a été évitée aux Gilets jaunes de ce point de vue-là. Inversement, on s'est habitué à, venant du sommet de la société vers les Gilets jaunes, qui en constituent, encore une fois, avant les travailleurs pauvres du privé, eh bien, on a vu des tombereaux d'insultes être déversés. Et je suis également frappé par le fait que une certaine bourgeoisie de gauche qui était très sensible à la question des libertés publiques, qui a beaucoup, et sur les violences policières, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans les années 70, 80, 90 là-dessus, eh bien là, si vous voulez, il y a eu, pour ainsi dire, aucune réaction. Je pense au syndicat de la magistrature, par exemple. Aucune réaction face à des condamnations exceptionnelles. Le journal Le Monde commence à s'en inquiéter un peu. Ça commence, on voit quelques failles, mais peut-être liées au fait que le mouvement des Gilets jaunes est fini également. Et en tout cas, on voit quelques retours à la raison. On se dit, mais est-ce que ces dispositifs policiers, est-ce que ces dispositions judiciaires, est-ce que ça correspond à notre tradition ? Il ne me semble pas.
Et inversement, vous avez une forme de stigmatisation avec de très nombreuses... Alors moi, la notion de fake news, je ne l'ai jamais comprise, donc c'est pas... ou de bobards. Moi, je parlais ça des bobards. En français, ça s'appelle comme ça. J'ai vu effectivement de très nombreux bobards être énoncés, y compris par des ministres, par rapport aux gilets jaunes. Or, visiblement, les lois anti-fake news ne sont pas profondément destinées à contrôler ce genre de propos.